Coucou et joyeux Noël! Pour cette période de fête et pour clôturer l'année en beauté, voici comme promis une nouvelle foire aux questions en mode plus relax avec 4 parties. On va avoir boutique en ligne et convention, réseaux sociaux pour artistes, auto-édition et manga et questions perso avec les lapins à l'honneur parce que vous préférez poser des questions aux lapins plutôt qu'à moi visiblement. Merci à tous pour vos questions et je vais faire de mon mieux pour y répondre. Je me sens comme dans une émission télé, il me faut un buzzer. Moi, je sais la réponse. Au passage, vu que certains m'ont dit gentiment et un peu moins gentiment que la qualité de mon son résonnait, je teste le micro plus proche plutôt que visser plus loin à la caméra. Visiblement, il sonnait très bien chez les autres youtubeurs que j'avais entendus et c'est pour ça que je l'ai acheté, mais pas chez moi. Donc bon, c'est comme en dessin, le matériel ne fait pas l'artiste. Je vous laisserai me dire si c'est plus agréable parce que c'est vous qui écoutez, donc c'est pour le confort de vos oreilles à vous. Let's go pour la première partie. Boutique en ligne et convention. Sans audience ni client, pas de business. Donc la question qui revient toujours, comment trouver des clients? En théorie, ça paraît simple et tu peux utiliser ces 3 questions pour t'aider. Premièrement, qu'est-ce que tu proposes? Des comptes d'illustration, des produits physiques, des prints illustrés ou des mangas? Deuxièmement, quelle est ta clientèle cible pour laquelle tu crées? Des enfants et parents parce que tu publies des livres jeunesse, des fans de manga et de goodies, des éditeurs, des entreprises pour de l'illustration publicitaire. 3. Où se situe ta clientèle cible? Quand tu as décidé à qui tu t'adresses, tu peux adapter tes efforts aux bons endroits. Par exemple, si tu crées de la papeterie à motifs floraux romantiques, tu peux décider d'ouvrir une boutique Etsy ou bien de demander à des fleuristes s'ils veulent vendre tes cartes postales ou encore mettre tes cartes de visite, tes flyers et affiches au magasin ou encore proposer tes services à des éditeurs de carterie. Il existe vraiment une multitude de façons d'attirer des clients et ce qui rend la phase trouver des clients compliqués, c'est peut-être justement de choisir notre propre stratégie dans tout ça. Parce que ce soit poster sur les réseaux sociaux, du bouche à oreille, envoyer des portfolios, attirer avec un stand en convention, miser sur des publicités payantes ou encore une couverture médiatique, tout fonctionne, mais pas pour tout le monde. Et je pense que surtout au début, quand tu n'es pas encore établi, le gros défi est justement d'avoir assez de discipline pour définir ton univers et ta clientèle sans t'éparpiller dans tous les sens et d'avoir l'humilité d'accepter tes forces et faiblesses qui t'indiqueront les meilleures actions à suivre et du coup d'avoir aussi le courage de le faire même si c'est totalement à contre-courant de ce que d'autres te diront de faire. Par exemple moi, je suis une grosse brute qui fonce vers les opportunités donc ça m'a toujours paru évident de contacter la presse quand j'avais des projets importants pour faire le plus de bruit possible. Or, quand j'ai sorti une vidéo à ce sujet pour vous aider là-dessus, une amie artiste m'a avoué ne même pas avoir cliqué dessus parce que l'idée que ça pourrait la concerner avec sa petite audience ne l'a même pas effleurée. Alors qu'en vrai, tout le monde peut avoir un article de presse quoi. Donc, à toi de voir ce qui est adapté à ta personnalité. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas toujours pour toi et vice versa. Mais dans tous les cas, je te mettrai tous les liens des vidéos utiles qui seront mentionnés dans cette vidéo en description et tu pourras ensuite piocher ce qui te convient et ignorer ce qui ne te convient pas. Et dans la même optique, prochaine question, faut-il poster sur les réseaux pour trouver des clients pour sa boutique en ligne? Là aussi, les possibilités sont à adapter selon tes forces personnelles. Tu peux choisir Etsy pour son audience déjà existante et t'amuser avec tout le travail SEO pour être trouvé. Tu peux développer ton audience organique sur les réseaux sociaux si tu aimes connecter avec les gens. Tu peux utiliser des publicités payantes si tu as les moyens et que tu n'as pas envie de perdre du temps. Tu peux en parler à tes proches et gagner en clientèle par du bouche à oreille. Tu peux exposer en événementiel si le rapport humain direct est en fort, voire si tu veux simplement vendre tes produits sans la logistique derrière. Tu peux contacter des grossistes ou bien faire du dépôt-vente. Encore une fois, les possibilités sont innombrables. À qui est-ce que tu vends? Où peux-tu trouver ton audience? Et surtout, qu'est-ce que tu peux et veux faire dans toute cette liste? Question numéro 3. Comment tu calcules les frais de port pour ta boutique en ligne? Je me sens vraiment comme une présentatrice télé avec ce micro là, ça fait trop la classe. J'ai fait le choix d'utiliser un tarif unique comprenant l'envoi et le suivi sur ma boutique d'illustration qui me permet en fait de couvrir la majorité de mes produits mais
pas toujours, dans lequel cas je coupe sur ma marge. Concrètement, mes frais de port sont de 3,99 € pour tout envoi en Union européenne. Au Luxembourg, on a des enveloppes qui sont prépayées à 2 € et options suivies à 1,50 €, ce qui me permet d'envoyer la majorité de mes produits de papeterie, print illustré et livres, même en mettant plusieurs produits ensemble. Le seul hic, c'est le deuxième tome d'Illustrated Fairy Tales qui est trop épais et où les frais de port réels sont aux alentours de 8 € pour l'étranger. Donc là, le tarif reste pareil pour les clients, mais moi, je compense la différence de prix en fait avec la marge que je me fais sur la vente du livre. Et clairement, oui, parfois les gens achètent beaucoup et ça ne rentre plus du tout dans une seule enveloppe, donc les frais doublent aussi, mais à mes yeux, cette différence occasionnelle est un prix que je suis prête à payer pour me faciliter l'organisation, car je n'avais absolument pas envie de m'amuser avec tous les paramétrages au poids et plein de calculs de tarifs différents. Compare les transporteurs, regarde ce qui te convient et adapte ensuite selon ce qui t'arrange le mieux. Comment rendre son stand attractif quand on n'a pas les moyens de beaucoup investir? Il n'y a pas besoin de beaucoup investir quand on démarre, car je pars vraiment du principe que tu auras déjà assez de frais entre les inscriptions et tes premiers stocks qui peuvent vraiment représenter un sacré budget. L'important pour un stand qui présente, c'est surtout un univers cohérent qui passe beaucoup par tes illustrations et par ta qualité, et un peu de hauteur quand même pour te voir de loin et éviter d'avoir tout à plat sur la table. Dans ce sens, tu peux vraiment t'aider d'éléments du quotidien que tu as très certainement à la maison, genre des cagettes en bois, voire des boîtes à chaussures recouvertes d'un joli tissu, des chevalets de livres de cuisine, des rangements de maquillage, ou encore pour une jolie déco, des fleurs séchées ou des feuilles récoltées dans ton jardin pour un stand axé nature, ou encore des guirlandes de Noël pour des marchés en hiver, ou bien des colliers fantaisie ou fleurs ou rubans pour cheveux que tu ne portes plus, mais qui fonctionnent aussi très bien pour une déco et ambiance girly. Là aussi, j'ai une vidéo avec plein d'éléments simples pour professionnaliser ton stand à petit budget, et tu trouveras aussi ma liste Amazon avec tous les produits que j'utilise sur mes propres stands au meilleur rapport qualité-prix. Mais vraiment, tes premiers stands n'ont pas besoin de rivaliser avec les vétérans qui exposent depuis des années. Teste d'abord les salons qui te semblent intéressants, regarde les produits qui se vendent, les motifs qui fonctionnent, et petit à petit, tu auras automatiquement plus de budget pour investir et te développer. Et nous voilà déjà arrivés à la deuxième partie qui sera donc plutôt axée réseaux sociaux pour artistes. Ça rapporte assez YouTube, j'hésite à y faire des tutos, mais est-ce que c'est une perte de temps? Alors, j'adore YouTube, mais clairement, pour l'instant, c'est de l'argent de poche. Pour les intéressés, tout mon parcours de monétisation est expliqué dans une autre vidéo, mais grosso modo, il m'aura fallu 3 ans et plus de 200 vidéos longues et shorts confondues avant d'atteindre la fameuse monétisation. Et durant cette période, j'ai eu une vidéo sponsorisée. Début décembre où j'ai écrit cette FAQ, j'ai un abonnement mensuel depuis février et mes vidéos sont monétisées avec AdSense depuis juin. J'ai reçu ma première paye de 88 € en octobre. Pendant ma pause d'été, sans rien poster, ça me faisait environ 15 € par mois. Et en reprenant avec 2 vidéos mensuelles, ça a monté aux alentours de 20 à 24 € par mois. La pause m'a donné du mal pour remonter mes stats, mais le mois passé, donc en novembre, 2 de mes vidéos ont très bien redécollé, mes stats ont remonté, et du coup, j'ai passé le cap des 30 € pour toucher ma deuxième paye de youtubeuse. Donc, contrairement au premier virement juin-octobre, il ne m'aura fallu que fin octobre à décembre pour passer le palier afin d'être à nouveau payé. YouTube est intéressant, mais clairement, ça prend du temps et de l'investissement. Ce sont clairement mes meilleures vidéos qui me rapportent le plus, et pour la plupart des autres, on reste à des montants de maximum 2 € par vidéo, voire pour les shorts, je compte environ 1 centime pour 100 vues. Si je devais compter le temps que je mets pour 2 vidéos mensuelles et les shorts, on en est à environ 20 heures de travail pour une rémunération donc de 25-30 € par mois. Donc, si tu veux faire des tutos, si tu veux te lancer sur YouTube, fais-le avant tout parce que ça t'amuse et que tu as envie de le faire, mais n'y va pas tout de suite pour l'argent et la gloire parce que ça peut prendre un peu de temps avant d'y arriver. Que penses-tu des plateformes moins connues qui ont explosé ces derniers mois? Exemple Cara. En vrai, j'avais justement filmé la vidéo précédente où je parlais des réseaux sociaux d'artistes quand la question est arrivée dans la FAQ et qu'elle est aussi revenue sur les commentaires de la dernière vidéo. Du coup, j'ai fait un sondage sur Instagram pour voir et les résultats sont unanimes. Tous ceux qui ont rejoint le hype disent que ça s'est essoufflé. Mon ami artiste PVKs a d'ailleurs fait la remarque intéressante que les stats sur Cara étaient très hautes au début, mais très basses maintenant, alors que
que Instagram reste constant, qu'elle fasse des posts ou des pauses. Comme on le disait plus haut, où sont tes clients? Le problème avec les nouvelles plateformes à mes yeux et la raison pour laquelle je ne saute pas directement dessus, c'est qu'en théorie, ce sont de bonnes idées, très respectueuses des artistes, mais du coup, elles n'attirent justement que des artistes et pas des clients, ce qui au final nous fait poster dans le vide, car sans clients, pas de business. Et oui, c'est chouette pour notre ego, mais est-ce que tu préfères avoir 100 abonnés qui like par solidarité, mais jamais aucune vente qui te permet d'en vivre, ou 10 abonnés qui regardent tes posts en silence, mais qui viennent acheter plus tard à ton stand ou en boutique? Blue Sky est aussi revenu dans mes DM. De ce que j'ai vu, je pense qu'il devrait avoir plus de chance que Kara, car ce n'est pas une plateforme purement d'artistes, si j'ai bien compris. Mais après, comme je n'ai jamais été sur Twitter et X, je ne connais pas la mentalité de l'audience, donc je n'aurai pas trop d'avis dessus. Et pour l'instant, je n'ai pas envie d'apprendre à maîtriser une nouvelle plateforme parce que j'ai autre chose à faire. Mais globalement, je pense que les réseaux sociaux sont surtout une histoire d'habitude. Genre, on clique sur Instagram, TikTok, YouTube, limite par réflexe quand on prend son téléphone en main pour se détendre sans activer son cerveau, et les nouvelles plateformes doivent se faire encore une place dans notre quotidien. Or, je l'avais vu quand j'ai testé Artful en 2021, j'avais l'appli mais j'oubliais toujours qu'elle existait, là où par exemple checker Instagram régulièrement était un automatisme naturel. Donc à voir. De mon côté, je reste dubitative avec toutes les nouveautés et je préfère attendre jusqu'à ce qu'elles soient bien établies, comme TikTok, où j'y suis arrivée plus d'1 an et demi après le gros boom Covid, mais au moins j'étais sûre de ne pas gaspiller mon temps à créer dans le vide. Comment maintenir l'intérêt auprès de personnes sans trop divulguer nos projets, et comment gérer son business quand les relations humaines ne sont pas notre fort, surtout sur les réseaux où il faut être proche de son audience, quitte à raconter sa vie, ce que je refuse. Mettons les choses au clair. Tes réseaux, tes règles. Tu n'as pas besoin de raconter ta vie sur les réseaux et tu n'as pas besoin de te montrer. C'est ton business, donc peu importe ce que tu fais, fais avant tout ce qui te met à l'aise toi et pas ce que les coachs Insta ou tout le monde te dit. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo, ce sera toujours que tu es unique, tu as ta personnalité et c'est en t'écoutant toi-même, tes envies, tes valeurs, tes besoins, tes limites que tu pourras avancer et surtout garder le cap sur le long terme avec une entreprise créative adaptée à toi. Tu ne veux pas raconter ta vie? Ne la raconte pas. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire une liste de tout ce que tu es prêt à partager et qui te semble pertinent pour ton business, car c'est à travers cela que tu créeras un lien avec ton audience. Par exemple, tu ne veux absolument pas partager ton visage, mais tu es OK pour partager des vidéos avec tes mains en train de peindre, ou encore tu communiques à travers une petite mascotte illustrée qui te représente. Tu peux décider de partager ce qui a trait à ton travail, genre tes nouvelles illustrations, tes produits en boutique, des esquisses et des recherches, mais pour personnaliser sans étaler ta vie et tout de même insuffler un peu de personnalité dans ce que tu crées, tu peux rajouter occasionnellement des petits contenus slice of life en rapport avec ton travail. Par exemple, ton chat qui est étendu sur le clavier et qui t'empêche de travailler, une visite en boutique de beaux-arts et tout ce que tu as acheté pour un projet que tu veux teaser, une tasse de thé à côté de ton carnet pour annoncer une session de dessin, et tu peux créer du lien avec quelques simples questions ou stickers, genre j'adore dessiner avec une bonne tasse de thé, et vous? Ou encore oh là là, mon chat ne veut pas me laisser travailler aujourd'hui, toi aussi tu as des assistants poilus? Ça reste vraiment très basique, tu ne montres qu'un minimum sans être intrusif dans ta vie privée, mais ça laisse les gens entrevoir un côté plus humain. Ça rejoint aussi la question de maintenir l'intérêt sans trop divulguer, surtout si tu as des projets clients par exemple qui sont confidentiels ou des projets personnels qui ne doivent pas encore être montrés. Des posts avec de grands zooms sur le dessin comme Hanoï et Légende, devinez sur quoi je travaille, ou encore nouvelle commission en cours, des esquisses voire les idées de croquis qui n'ont pas été retenues pour avoir du contenu sans spoiler, ta table de dessin où tu écris aujourd'hui j'avance sur un projet secret que j'ai hâte de vous dévoiler petit à petit, et occasionnellement tu laisses quand même entrevoir un petit bout du projet comme un visage, une partie du décor, un début de coloration, etc. Pour que malgré le teasing, les gens restent curieux, voient que tu avances et qu'il y a des nouveautés. J'avais d'ailleurs créé une liste de plus de 100 idées de posts Instagram pour artistes, donc là aussi, profites-en pour prendre les idées qui te paraissent pertinentes. C'est totalement gratuit et encore une fois, le lien dans la description. Que penses-tu de LinkedIn? Est-ce un moyen adapté pour artistes de se faire connaître? En tant qu'artiste, j'y étais dès 2014 parce qu'on m'avait dit que c'était cool et c'était pro, mais j'ai fini par supprimer mon profil en 2023 parce que les seuls résultats étaient pleins de demandes de gens totalement random.
Je vais donc répondre à cette question d'un point de vue influenceuse de mode où j'ai expérimenté avec LinkedIn pour trouver des clients et dont la démarche me paraît tout aussi pertinente pour des illustrateurs. Quand tu recherches des clients et que tu veux envoyer tes portfolios, généralement tu as peu de chance en écrivant au pif à l'adresse de contact sur le site de la boîte. D'où le fait qu'en influence, on recommande en fait de fouiller LinkedIn pour trouver les personnes responsables des collaborations commerciales ou du marketing. Bon, après, c'est toute une histoire pour trouver les bonnes personnes, les bonnes adresses email en connectant d'autres applications, mais grosso modo, si tu y arrives, ça te permet de proposer tes services directement à la bonne personne qui a le pouvoir de prendre les décisions plutôt que d'envoyer un portfolio au pif à l'accueil qui n'a pas nécessairement cette sensibilité artistique et qui reçoit des tonnes de mails aléatoires à longueur de journée. À mes yeux, LinkedIn peut donc être intéressant pour artistes si tu cibles une clientèle professionnelle et que tu cherches à lier des contacts dans le milieu. Au hasard, si tu veux illustrer des livres avec de grands éditeurs ou magazines, oui, ça me paraît pertinent. Mais si ton but est juste d'illustrer genre des portraits de famille avec des particuliers, ça me semble moins judicieux. À prendre avec des pincettes vu que ce n'est pas ma plateforme, mais de ce que j'ai vu, LinkedIn a vraiment une audience très pro et tournée vers le milieu des entreprises. Donc, je vais refaire le perroquet. Qui est ta clientèle et est-ce qu'elle se trouve là où tu veux aller? Et sur ce, let's go pour l'auto-édition de livres illustrés et de mangas. Je vais regrouper toutes les questions posées par David concernant les informations légales d'un livre. Que mettre au début et à la fin de ces livres? Faut-il mettre ces tarifs sur la couverture car sinon je ne pourrai pas changer de prix plus tard? Mets-tu les codes ISBN en début de tes livres parce que je pense que le code barre sur la 4e de couverture devrait suffire. Pour tout ce qui touche à ce genre d'informations et pas que, on parle des informations légales d'un livre, mais ça peut aussi toucher les mentions légales pour des sites internet, pour des devis, des factures. Chaque gouvernement possède un site spécifique dédié à l'entrepreneuriat, ouvrira absolument toutes les démarches et informations dont tu as besoin. Bien plus rapidement et surtout bien mieux que ce que je pourrais te dire car là aussi, moi, je vais googler la réponse sur ces sites. Pour la France, on a entreprendre.service-public.fr. Pour le Luxembourg, on aura myguichet.lu et pour la Belgique, on a economie.fgov.be. Je mettrai le lien spécifique pour les livres en description également où tu trouveras toutes les mentions légales pour un livre publié en France qui répondra à toutes tes questions que tu as posées et bien plus. Oui, il faut mentionner le code ISBN à l'intérieur. Non, le code barre n'est pas suffisant. Oui, le tarif est obligatoire sur la couverture en France. Je rajouterai quand même pour le début et ou la fin de ton livre, bien sûr, tu peux aussi rajouter des pages qui te semblent pertinentes selon ce que tu crées en plus de ton contenu principal. Par exemple, ta présentation d'auteur avec tes réseaux sociaux, tes autres ouvrages ou une pub vers ta boutique en ligne, des remerciements ou tout bêtement pour un manga, une explication du sens de lecture. Et si jamais ce n'est pas clair, il y a toujours un moyen de contact en fin de page sur les différents sites qui te permettra de contacter et de poser absolument toutes les questions que tu veux à l'organisme compétent. Donc, fais-en usage car ce n'est pas pour rien que ces pages existent. Ensuite, que penses-tu de ton expérience Amazon KDP? Pour brièvement remettre le contexte, j'ai publié mon premier livre de dessin manga sur Amazon KDP en juillet dont j'explique la désastreuse aventure dans une autre vidéo. 5 mois plus tard, est-ce que ça en vaut la peine? J'ai voulu tester Amazon pour la liberté de ne pas avoir de gros stocks et des ventes avec un prestataire qui gère tout. Pour te donner des chiffres concrets, maintenant en décembre, j'ai fait 46 ventes via Amazon pour un bénéfice total de 108,57 €. J'ai fait une campagne publicitaire avec 143 € de dépenses qui m'a rapporté 16 ventes sur tout le total. Par contre, même si sur papier ça semble très cool avec plus de 300 € de ventes, la réalité est que je ne touche que 2,42 € de revenus par livre, toutes ventes confondues. J'ai dépensé plus d'argent en publicité que j'en ai rentré en bénéfice. Le Black Friday et les achats de Noël me valent effectivement une petite hausse des ventes en ce moment, d'où le fait que je vais encore laisser la pub jusqu'au 20 décembre, mais pour l'instant, Amazon KDP me coûte clairement plus d'argent qu'il n'en fait rentrer. En voulant mettre la meilleure qualité possible, qui au final n'était pas tellement plus différente de l'option juste en dessous et qui m'aurait permis de tripler mes marges avec le même prix de vente, je me suis tiré moi-même une balle dans le pied car au final, je ne fais pas suffisamment de ventes en ligne pour couvrir une publicité. Et pour mes quelques stocks en convention, même si mes marges sont plus décentes, c'est toujours un énorme investissement car c'est le livre le plus cher
cher que j'ai jamais produit de ma vie. Mind you, oui, il est même plus cher que mes tomes Delos Fairy avec la jaquette, le soft touch et les finitions dorées. Ce qui est un peu triste. J'aime beaucoup ce livre avec Amazon et je continuerai à le vendre car les retours sont positifs, mais pour une prochaine expérience, je prendrai d'autres paramètres pour optimiser les coûts et les marges car ce ne seront clairement pas les ventes actuelles qui me permettront d'en vivre et je continue de rentabiliser ce livre grâce aux conventions, ce qui n'était absolument pas le but vu que je voulais justement réduire les conventions. Donc, à voir pour un prochain essai. Amazon KDP reste intéressant à mes yeux si on sait s'y prendre, ce qui n'était pas le cas pour moi, car je suis définitivement partie sur de mauvaises bases pour ce premier essai. Et ceci étant dit, c'est parti pour la prochaine partie avec les questions personnelles. En vrai, vous m'avez fait trop rire sur Instagram parce que vous n'arrêtez pas de parler des lapins. Donc, pour info, oui, j'ai 2 lapins. Le gros mâle s'appelle Chamallow et la petite s'appelle Biscotte. Pour la question, on veut des nouvelles des lapins, ils vont très bien et font leur vie de lapin, quoi. Pourquoi des lapins? J'ai toujours vécu avec des animaux et pour moi, c'est naturel d'avoir toujours quelque chose de poilu qui traîne dans les pattes. J'ai vu défiler des lapins, des poules, des tortues, des poissons, des oiseaux, des caniches et justement, au moment d'emménager dans un appartement, la question se posait, quel animal? Un jour, je sais que j'aurai de nouveau un caniche parce que j'ai un gros problème avec les caniches, mais ce n'était pas encore le moment parce que entre tout le travail et les voyages en convention, je n'ai pas suffisamment de temps à consacrer à un chien pour le rendre heureux. Et vu qu'au cours de ma vie, j'ai vu défiler plus d'une vingtaine de lapins et qu'en plus j'ai découvert qu'ils pouvaient vivre en liberté et pas juste dans une cage, je me suis dit bah let's go. C'est genre la version low maintenance d'un chien que je peux câliner à longueur de journée et avec qui on peut jouer mais qui n'a pas besoin de toutes les promenades et qui peut survivre sans babysitter pendant mes journées de convention. Et pour ceux qui se demandent pourquoi pas un chat vu qu'ils sont plus indépendants, je ne comprends pas comment fonctionnent et comment pensent les chats. Comment protèges-tu ton espace de travail des lapins? J'ai principalement sécurisé le bureau et tous les câbles avec des gaines, qui sont d'ailleurs très pratiques pour simplement avoir un espace qui a l'air mieux rangé, pour ceux qui n'aiment pas avoir tous les câbles visibles et emmêlés. Et surtout pour mon long câble internet qui doit être branché de l'autre côté de la pièce, ces protections sont doublement utiles contre les petites dents des lapins et pour éviter de faire des accidents en se prenant les pieds dans le fil. Autour de la tour, j'ai simplement mis les panneaux modulables que j'utilise en convention. Et pour les intéressés, vous retrouverez également tout sur ma page Amazon en description car c'est vraiment utile et bon marché. Bon, après, l'éducation fait aussi beaucoup. Par exemple, l'atelier avec les stocks n'est sécurisé de nulle part et Chamallow vient souvent s'amuser dans les cartons et m'a déjà mordu mon roll-up et des classeurs sur les bas des étagères. Donc bon, je fais surtout attention à ne jamais laisser traîner de câbles et d'objets de valeur et d'objets tranchants. Et pour le reste, je garde les lapins à l'œil selon la pièce dans laquelle on se trouve. As-tu déjà dessiné tes lapins? Oui, dans mes animations. Je dessine toujours mes animaux dans les contenus plus slice of life pour le côté humour et mignon. Avant, on avait Moumout le caniche et maintenant, ce sont les lapins qui n'échappent pas à la règle et que vous pourrez voir de temps en temps. Quelle langue parles-tu? Je vois parfois des commentaires très différents sous tes posts. Bye bye les lapins, le retour des questions sérieuses. Je suis quadrilingue, français, luxembourgeois, allemand et anglais. D'où le fait que les copains français me disent que j'ai un accent qui ne sonne pas français et que je perds parfois les mots qui me viennent plutôt dans une autre langue et que je ne saurais pas vous dire si c'est quadrilingue ou quadrilingue parce que moi pas bien parler la France. Pour une petite immersion et pour expliquer le merveilleux système éducatif luxembourgeois, mir ineffektiv immensglück, weil wir logischerweise als Spruch für Klange schwatzen. Und ab dem ersten Schuljahr lernen wir sofort Deutsch als erste Fremdsprache. Puis on rajoute le français en deuxième langue étrangère en troisième année primaire. And then, depending on your high school, you get to start English and in my case, I studied this language alongside with Latin at the same time for 5 years. En bonus des 16 ans au lycée, on nous propose aussi des cours du soir où j'ai fait 4 ans de japonais et pendant mon BTS en école de commerce, on avait obligatoirement anglais, français et espagnol pour négociation commerciale. Après, honnêtement, je ne sais plus parler japonais ni espagnol parce que les langues nécessitent de la pratique et en plus, no puedo pronunciar la letra R. Le
le cliché de l'asiatique qui ne sait pas prononcer les R. Donc voilà, en fait, on a vraiment une facilité ici à switcher sans effort von einem Spruch op der andere just like this, ce qui est sacrément cool. Et du coup, c'est ce qui fait que mes commentaires sous les réseaux sociaux sont souvent variables selon mon audience. Ton organisation sur une journée. Je n'ai pas d'organisation type parce que cela dépend toujours des projets et des périodes et parce que j'aime la liberté de décider parfois de ne pas faire de choses ou bien de rajouter. Mais je dirais qu'en général, j'ai plutôt des habitudes. Par exemple, lundi est toujours ma journée non négociable pour moi. Soit repos après un week-end de convention, soit ce que j'appelle mes journées d'élimination, où j'abats toutes les tâches nécessaires qui ne me font souvent pas plus plaisir que ça, mais qui sont indispensables pour gérer le business et qui passent souvent par l'ordinateur que je n'aime pas. Email, administration, compta, réseaux sociaux et posts, édition et SEO de vidéos, etc. Mardi est aussi souvent élimination et les autres jours sont plus flexibles en fait et varient selon ce qui doit être fait. Cours de manga, ou bien présentiel, ou bien préparation de stock, script des prochaines vidéos, dessins, etc. Le quotidien dépend vraiment des projets importants que je définis pour l'année et que je recoupe en objectifs qui pourront être réalisés au fil des mois. Pour moi, j'estime que l'organisation est efficace si j'ai réalisé tous les objectifs non négociables et tâches du mois, plutôt que du quotidien où on aura toujours tendance à avoir des imprévus, des jours plus ou moins productifs, et du coup où c'est bien plus facile de se flageoler si quelque chose n'a pas été comme prévu. Par exemple, si au mois de décembre, j'avais prévu 3 vidéos sur YouTube, une semaine à fond d'administratif et de rendez-vous suite à Paris, et d'avancer sur mon manga. Donc, que je passe par exemple une journée complète à dessiner, ou bien des journées avec matin dessin, après-midi client et soir script YouTube, je ne me prends plus la tête et je reste flexible comme ça m'arrange au mieux, tout en faisant en sorte quand même que d'ici les délais indiqués, tout soit terminé. Tes futurs projets. On arrive à la dernière question. On est à nouveau à ce gros moment où toute ma vie ne va tourner plus qu'autour d'un seul projet sur les 6 prochains mois, à savoir publier le prochain tome d'Illustrated Fairy Tales, Les Contes Cruels. Vu tout le travail que nécessite la création d'un tome de 160 pages, j'avais déjà commencé en juillet, mais là je sens la pression qui est totalement en train de remonter. Donc c'est vraiment le moment où je me remets full time dessus. Tous les storyboards sont terminés, j'ai dépassé la moitié des crayonnés et il y a juste l'ancrage où j'ai effectivement un peu beaucoup de retard car j'en suis à peine à 30 planches. Et ça va faire très mal. J'arrive prévoir à 6 mois, mais au-delà, j'ai réalisé que je n'ai pas suffisamment d'effet d'urgence pour me bouger le cul. Donc, les prochains mois seront principalement dessin et on va vraiment enchaîner avec février, préparation de la page pour les précommandes Ulule et les récompenses. Mars, à fond les interviews et le plan média. Avril, animation de la campagne Ulule, mais finalisation de tout ce qui doit être bouclé. Début juin, envoi en impression et mi-juillet, ce sera le lancement officiel. Je garde encore quelques conventions locales, des cours de manga en présentiel et Patreon pour maintenir un minimum de revenus vu que ces 6 mois de création ne sont pas rémunérés et qu'il faut quand même survivre de quelque chose et surtout vous allez me dire il va falloir nourrir les lapins. Et là en décembre j'ai mis les bouchées doubles pour prendre de l'avance sur YouTube histoire de maintenir les vidéos autant que possible parce que j'aime bien être ici avec vous. Suite à différentes raisons que j'expliquerai plus tard, j'ai décidé d'arrêter la création de manga qui a pourtant toujours été ce que j'ai le plus adoré faire de toute ma vie. Donc je tiens vraiment à me donner les moyens et faire de ce dernier volume le plus beau projet de toute ma carrière d'artiste. C'est un sacré travail, c'est une grosse période à tenir sans rien faire d'autre, mais là je suis motivée à fond et j'ai vraiment hâte de vous le partager. Donc voilà, merci encore pour toutes vos questions. Je peux plus faire les petits cœurs. Merci beaucoup pour toutes vos questions et j'espère que ça vous a aidé, inspiré, donné des idées ou simplement fait passer un bon moment. Fais-moi savoir du coup aussi en commentaire si le son est meilleur comme ça pour toi. Et sur ce, je clôture cette dernière vidéo de l'année et je te souhaite de merveilleuses fêtes et un beau nouveau départ en 2025. On se revoit très vite et bye bye!